Voilà, c'est bien. C'est bon, on peut commencer? Vous savez, dans un monde où chaque détail compte, parfois c'est l'objet le plus anodin qui devient la clé de notre fin. Et oui, regardez ce presse-livre, il viendrait à me tomber sur la tête, que pourrait-il arriver? Ou plutôt, comment la mort va-t-elle l'utiliser contre moi? Et oui, alors bienvenue sur ce box-au-film consacré à Destination Finale, une saga horrifique, fantastique, que tout le monde connaît. Et attention à ne pas faire tomber ça sur mon pied. Salut à toi, cher spectateur, chère spectatrice, tu t'apprêtes à regarder une vidéo qui va te donner des sueurs froides ou pas. Bon, ça dépend, mais soyons honnêtes, si tu es là, c'est probablement parce que tu sais que dans la saga Destination Finale, rien n'est jamais aussi sûr que de regarder une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je te conseille de t'attacher, on ne sait jamais. Bon, là, on dirait bien que je suis dans le thème. Alors avant de commencer, j'ai une question pour toi. Es-tu prêt à voir ce qui t'attend dans cette saga qui défie les lois du destin? Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Destination Finale, un concept simple mais diaboliquement brillant. Chaque film nous montre un groupe de personnages, on va pas dire de jeunes, mais de personnages, échappant de peu à une mort certaine. Mais c'est là que le piège se referme, parce que dans Destination Finale, la mort ne prend pas de pause. Elle est toujours prête à frapper et chaque seconde peut être la dernière. I got this feeling. It's a weird feeling. The cabin starts to shake, right? And the left side blows up and then the whole plane just explodes. Allez, vous êtes prêts pour une bonne dose de fatalité. Commençons par le tout premier, Destination Finale. Ce film est réalisé par James Wong, sorti en 2000. New Line Cinema accorde un budget de 23 millions de dollars pour ce premier film horrifique. C'est un sujet réellement original, pas tellement, mais réellement original, qui casse les codes des slashers classiques du moment. Mi-film d'action, mi-film d'horreur. Il est dans la veine de la série culte X-Files, mélange d'angoisse, de mystère, d'irrationnel, de spectaculaire. Tout est là pour plaire aux spectateurs, effectivement. Le film est noté 3,2 sur 5 sur Allociné, plutôt pas mal. Il obtiendra un box-office de 113 millions de dollars, autant vous dire un très gros succès. Même si le film a coûté 2 millions de plus, rien que pour retourner la scène finale, puisque les projections tests n'étaient pas très favorables. La fin était plus joyeuse, en plus conventionnel, happy end comme on dit, et donc 6 jours de tournage de plus ont été nécessaires pour retourner une fin qui soit un peu plus, on va dire, dans l'esprit du film. L'histoire en quelques mots, c'est Alex Browning, un étudiant de 17 ans. Hop, je fais tout de suite une parenthèse. Alex Browning, vous vous rappelez, c'est le nom du réalisateur qui a fait le premier Dracula, et ainsi que Freaks. On l'a mentionné ce nom dans On se fait une toile consacrée aux monstres d'Universal. Donc ce jeune ado issu du lycée de Mount Abraham de New York part en voyage à Paris avec sa classe quand il a une vision dramatique, celle d'un accident, celle d'un avion qui explose en plein vol, leur avion qui explose en plein vol. Du coup, après cette vision, il se rend compte qu'il a vu l'avenir, en tout cas il le présage, et donc il veut évacuer l'avion, mais il sera débarqué, puisqu'il fait un pataquès, et quelques collègues, amis et autres étudiants vont l'accompagner dans cette sortie d'avion. Quelques minutes après le décollage, l'avion bien sûr explose. 6 semaines après l'explosion, les miraculés commencent les uns après les autres à mourir, dans des circonstances très étranges. The plane, it's gonna blow up, it's gonna blow up. Ce film des années 2000 est donc plutôt réussi et on peut encore facilement le voir aujourd'hui sans aucun problème. Alors certes, la scène d'introduction
manque un peu de moyens. Peut-être pour faire réellement réaliste, elle a été tournée en studio et ça se voit. Mais l'explosion des vitres de l'aéroport crée un très très bon effet et passé ces quelques défauts de trucage, le film prend son rythme. On s'attarde un peu sur les teenagers, on se dit alors, à qui le tour? On se délecte de voir les sales gosses se faire oxyre. Le film s'offre une bonne histoire avec des catastrophes assez bien pensées. On ne fait pas dans la dentelle, on ne fait pas dans le sensationnel forcément non plus, mais plutôt dans l'efficace. Cela fonctionne donc assez bien jusqu'au bout du film. La présence de Tony Todd, Candyman, vous vous rappelez de Candyman, le premier, attention, en croque-mort inquiétant est une très bonne idée. La mort qui vient vous faucher dans la fleur de l'âge et qui est mauvaise joueuse, car quand elle réclame son dû, même si vous l'avez déjouée, elle est présente et vous passez à la casserole. Dans cet opus, je retiendrai la mise à mort, car c'est comme ça qu'il faut le dire, de la professeure accompagnatrice. La mort prend son temps. Elle s'octroie un répit, une parenthèse musicale, une sorte de fraîcheur, une parenthèse dans le temps, on va dire, une suspension dans le temps, avant de mettre son plan à exécution, bien sûr, et d'en terminer avec une explosion assez réussie et percutante. Beaucoup d'originalité et d'ambition pour ce petit film d'horreur qui rencontrera son public. On en vient déjà à la suite, Destination Finale 2. New Line ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Et oui, imaginez-vous un tel succès qu'il fallait vite envisager un second opus. Et donc, nous arrivons sur ce nouveau film réalisé 3 ans après, un budget légèrement réévalué avec 26 millions de dollars. Et il remportera aussi une belle somme au box-office avec 90 millions. Un petit peu moins, un petit peu en dessous que le premier, mais bon, ça reste tout à fait honorable. On reprend exactement la même trame, c'est-à-dire un accident où quelques personnes en réchappent, puis la mort qui vient les faucher un par un, car elle ne laisse jamais rien traîner derrière elle, la mort. Elle est comme ça, elle laisse jamais rien traîner. La note est un petit peu en dessous sur le site Allociné avec 2,8 sur 5. Bon, ça reste toujours honorable et ça aurait mérité peut-être un petit peu plus. Le film, cette fois-ci, est réalisé par David Richard Ellis. On retrouve aussi Ali Larter, le personnage de Claire, l'unique rescapé, dois-je dire, de Destination Finale, le premier du nom. Et on retrouvera pour notre plus grand plaisir Tony Todd, petit caméo très réjouissant. Pour cet épisode, ce sont 2 femmes qui vont s'unir pour diriger l'enquête, pour savoir comment elles vont survivre à l'implacable faucheuse. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on ne reprend pas les mêmes et on ne recommence pas. Pour une fois, cette suite n'est pas produite au rabais. Ce n'est pas juste un film pour surfer sur la vague. Là, les moyens y sont mis et on a de l'ambition. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça, en fait? Eh bien, rien que la scène d'introduction est impressionnante. Certes, c'est un accident. On s'attend à voir la catastrophe, bien sûr. Mais c'est tellement bien amené que l'on pourrait y croire. Et puis, on prend le contre-pied du spectateur, car ici, tous les teenagers, en fait, qu'on imagine être les héros de l'histoire, vont tous se faire faucher par la grande dame en noir. Donc, tout de suite, la surprise est là. Le film va se surpasser pour nous montrer des situations bien gore. Dès le premier décès, si l'on veut appeler ça comme ça, on s'attend à tout. La main dans le broyeur, le feu, l'électrocution, l'explosion. Eh ben, que nenni, ce sera une toute autre manière où la mort viendra récupérer son dû. Et ça sera assez percutant quand même.
Et voilà, le jeu de massacre peut commencer. On ne joue donc pas sur le côté tenez, regardez, on retrouve les survivants du premier et vous allez voir, ils vont encore déjouer la mort. Non. Là, la facilité voudrait, entre guillemets, jouer sur cet axe, sur cette corde sensible. Mais il n'en est rien. Et c'est tant mieux, car cela donne un contre-pied parfait pour nous offrir de nouvelles têtes et de nouvelles situations. Encore une fois, la scène avec Tony Todd est parfaite, juste ce qu'il faut de mystère et d'angoisse. On monte tout de même d'un cran sur le côté gore. Le premier jouait sur le côté fantastique horrifique, et là, on est réellement dans le côté horrifique fantastique. Comprendra la nuance qui veut. Ici, la mort fait figure de serial killer, et dans cet opus, je retiendrai la mise à mort, car c'est comme ça qu'il faut le dire, de la jeune femme coincée au volant, qui, contre toute attente, va se faire rattraper par la grande faucheuse. Le film est de très bonne qualité, voire encore meilleur que le premier, et c'est assez rare dans ce genre de franchise pour que ce soit mentionné. Nous sommes en 2006 et voici le troisième volet de cette saga qui sort sur les écrans. Et bien sûr, le film s'octroie le même budget quasiment de réalisation avec 25 millions de dollars. Et pourtant, le box-office va dépasser les 100 millions avec 117 millions. Belle performance. Au regard du box-office, eh bien, on va pas changer la façon de faire. On est cette fois-ci dans une fête foraine, un grand 8 pour démarrer, pour procurer des sensations et voir la catastrophe arriver. Alors, naturellement, vision prémonitoire, et hop, un groupe de personnes vont en réchapper, mais pour combien de temps? Alors, note sur Allociné de 2,4, ça descend gentiment, mais ça descend. C'est très certainement parce qu'on est un peu plus exigeant. De suite en suite, on voudrait que ça monte et que ça se bonifie. Donc on retourne aux sources, puisque ce sera à nouveau James Wong, le réalisateur de ce nouvel opus. Et donc c'était lui qui avait réalisé le tout premier, donc il connaît parfaitement son sujet. D'ailleurs, la scène d'ouverture a été réalisée dans un parc d'attractions à Vancouver au Canada. Le grand 8 du film était calqué sur celui du grand parc d'attractions, mais aussi sur celui de Viper de Magic Mountain en Californie. La scène du parc d'attractions a été tournée durant 3 nuits. Les jeunes acteurs ont fait jusqu'à 30 tours de grand 8 par nuit pour obtenir de belles images. Alors vous imaginez, quelqu'un comme moi, je fais un tour de ce genre d'attraction et j'en ai pour la journée à me remettre. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Alors pour tout vous dire, les 2 premiers étaient de belles surprises, effectivement. Alors on s'attend à ce que le troisième, eh bien, soit dans un premier cas, il est excellent, soit dans un deuxième cas, ça se casse la gueule. On sait pas trop. Avec ces grands 8 et ces manèges, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Et on remarque tout de suite que le réalisateur du premier, eh bien, revient derrière la caméra. Comme j'avais davantage aimé le second, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Bon. Sauf que, en même temps, je me suis dit, il a l'expérience du premier. Peut-être que sur le premier, il n'a pas pu faire tout ce qu'il avait envie. Donc peut-être que là, il va en profiter pour nous en mettre plein la vue et aller au bout de ses idées. Puisqu'il avait à peu près le même niveau d'argent, mais peut-être que, voilà, avec l'expérience, les années passant, les effets spéciaux, etc., je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, il choisit la fête foraine, le grand 8, pour sa scène d'ouverture. On s'attend donc à une prémonition et une catastrophe. Les deux arrivent. Mais cette scène de grand 8, eh bien, elle n'est pas si réussie en fait que ça. Pourquoi? Parce que le frisson que peut procurer ce style d'attraction, ça fonctionne lorsqu'on est dedans. L'association de la vitesse, des virages, des dangers sont complètement sommaires lorsqu'on est bien assis, bien installé dans son fauteuil face à un écran. Donc, je dirais que les effets font un peu pchit, quoi. L'effet désiré n'est donc pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. On va suivre le reste de cette aventure pour voir
tout cela va nous conduire. Bon, la tâche n'est pas facile, les 2 premiers opus avaient déjà fait fort. Alors, comment se renouveler et faire encore plus fort sans tomber dans la caricature? Eh bien, c'est simple, ne pas vouloir en faire plus, ni se renouveler. Eh oui, fallait y penser. On suit donc l'héroïne. Je veux bien sûr parler de Madame Lamort, qui trucide les jeunes inconscients un par un, avec plus ou moins d'élégance dans cet opus, je dirais. Je reviendrai sur la mise à mort, puisque c'est comme cela qu'il faut le dire, de la jeune femme dans le magasin de bricolage. Juste impressionnant, voilà, tout simplement. Le reste n'apporte pas beaucoup d'innovations flagrantes, mais où est passé l'argent, alors, me direz-vous? Eh bien, dans le twist final. Voilà comment le réalisateur a voulu marquer cet opus de sa marque. Une grande scène d'ouverture, une grande scène de fin, et on reste sur sa fin, c'est le cas de le dire, surtout qu'on n'avait pas vu Tony Todd dans ce film, alors ne soyons pas trop durs, comparaison n'est pas raison. C'est une franchise qui fonctionne, voilà, faut pas dire autre chose. Alors on va aller sur un numéro 4, ben oui, c'est évident. Et on dirait que c'est une constance dans cette saga, puisqu'on revient avec un nouveau, le réalisateur de Destination Finale 2, et qu'on le reprend pour ce 4e opus, qui commence avec des amis qui assistent à une course de NASCAR. Il est hyper vieux ce circuit. Je sais pas. Y a pas de danger, y a des barrières. Vous connaissez naturellement ce genre de course, on l'a vu maintes et maintes fois dans des films. Bien sûr, l'un d'eux va avoir une vision prémonitoire d'un accident faisant plusieurs morts, dont lui et ses amis. Donc il convainc tout le monde, avec un petit groupe en plus autour de lui, de quitter le circuit. À partir de ce moment-là, la mort va se mettre en chasse pour les oxyre les uns après les autres, comme à son habitude. Non. Pour ce film, le budget a été un petit peu augmenté puisqu'on passe à 43 millions de dollars, bien augmenté même, hein. Et le box-office va suivre contre toute attente avec 186 millions de dollars, ce qui est une belle prouesse vu la qualité de cet épisode. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir tourné ce film en 3D qui fait que celui-ci obtient un plus grand succès au box-office? Eh bien, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que la note hallucinée dégringole à 1,9. Et là, je vais vous dire, c'est mérité. Et oui, il fallait bien que ça arrive. Autant les 3 premiers avaient su garder un état d'esprit, là, il en est rien. La production a tout misé sur la 3D, je pense, et les effets que ça pouvait procurer sur grand écran. Alors, peut-être que ça fait son boulot lorsqu'on a chaussé les lunettes et que l'on se cale dans son fauteuil de ciné, mais à voir maintenant de manière classique sur un écran, même un bel écran, mais malgré tout classique, sans la 3D, eh bien, cela nuit gravement à la santé du film. On a l'impression que le film est un véritable clip vidéo. Tout est réalisé en fonction des effets produits par la 3D. Alors, on en oublie l'histoire. Certes, vous allez me dire, oui, mais pour l'histoire, c'est toujours pareil. Et vous n'auriez pas tort. Mais il y a aussi les comédiens. Et là, c'est la cata. Effectivement, contrairement à la franchise des Scream, cette série de films s'attache à s'éloigner de sa grande sœur en ne renouvelant pas les acteurs. Donc on a à chaque fois des acteurs nouveaux. Jusque-là, ça tenait à peu près la route. Mais encore une fois, l'argent dépensé dans les effets spéciaux n'a pas été dépensé pour trouver des acteurs, on va dire, qui sachent un minimum jouer, et du coup, c'est moins bon. Très clairement, on y croit beaucoup moins. Je vais vous dire, il n'y a même pas la mise à mort à retenir, même si c'est comme ça qu'il faut le dire. Cela est tellement déstructuré qu'on en reste bien souvent en dehors du film. Et on ne s'attache pas forcément aux personnages. Et donc, les mises à mort ne sont pas si waouh que ça, puisqu'en fait, on va aller chercher l'effet qui va nous faire sursauter dans notre fauteuil. Donc, en fait, c'est moins recherché. Bon, il fallait bien qu'un film arrive à planter un peu la saga. Eh bien, jusque-là, c'est celui-là qu'on va retenir pour le côté plantage.
Alors, il n'empêche, le studio, vu les 186 millions de dollars qu'ils ont récoltés, se sont dit, on va quand même en faire un cinquième. Donc, 11 années ont passé entre le premier et celui-ci. Et ce film est à nouveau tourné, réalisé en 3D, d'où le budget très certainement de 47 millions de dollars. Un box-office qui dépasse quand même les 150 millions, donc pas mal. Et enfin, une note qui remonte aussi à 2,9 sur 5 sur Allociné. J'essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle. Dans votre déposition, vous avez dit « j'étais sûr que ça arriverait ». J'ai eu une vision. On commence toujours le film sur une scène d'ouverture à sensation spectaculaire, avec une vision d'un des rescapés et bien sûr, la mort qui ne lâche rien. Elle est tenace, la Bougressin. Elle va encore une fois poursuivre tout ce beau petit monde. Le serial killer à la fois est de retour pour un 5e volet, après le très moyen, donc 4e opus. Pour être très honnête avec vous, je m'attendais au pire et dès la première scène, je me suis dit, tiens, et si ils prenaient le contre-pied? Et si ils mouraient tous sans vision ou prémonition et que les scénaristes aillent chercher un autre angle d'attaque? La scène dure assez longtemps pour y croire. Et puis non, on revient à la genèse des films et les survivants vont y passer un par un grâce à Mademoiselle Lamort qui fait toujours un bon boulot, assez méticuleuse quand même la cocotte. Alors, est-ce qu'on s'ennuie dans ce film? Eh bien, pas du tout, car les personnages sont à nouveau mis en valeur afin de s'attacher un tant soit peu à eux et en se disant, bon, bah, celui-là, bon débarras, parce que c'était un salopard, en fait, dans le film, et puis là, bah, bon, alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment s'en sortir ou pas? Bref, on est dans le film, et aussi, il y a le retour tant apprécié de Tony Todd, si flottant et aussi intrigant que la mort elle-même. Ici, on se recentre donc sur les personnages, il faut vraiment le découvrir en étant vierge de toute information pour que le film fonctionne à 100%. Et ici, la 3D ne vient pas polluer l'histoire du film. On n'est pas dans cette recherche systématique des effets. Dans cet opus, je retiendrai la mise à mort, car c'est comme cela qu'il faut le dire, de la jeune fille qui vient se faire soigner les yeux. Non pas qu'elle soit plus horrifique que les autres, mais elle a quelque chose d'incroyablement dérangeante, réel, je dirais. Et elle donne des frissons un petit peu partout, froid dans le dos, on dirait. C'est une belle touche finale pour cette saga qui n'est pas si mauvaise que cela si l'on regarde tous les films et c'est plutôt une belle surprise. Et puis dans l'avenir, on va avoir un nouvel opus, et oui, alors peut-être que ce sera une franchise qui sera relancée, un petit peu comme Scream et les 2 derniers qui sont sortis, ou le même Halloween, il surfe sur la vague de ces films des années précédentes et on les remet au goût du jour. Un dernier point assez rigolo à mentionner, c'est que, et qui est frappant d'ailleurs quand on regarde ces films, c'est que quand on a découvert cette saga, l'avancée technologique n'en était pas au point d'aujourd'hui. Donc dans le premier volet, on voit les jeunes utilisant des gros ordinateurs, des mastodontes, pas de téléphone portable, et puis d'un film à l'autre, on voit toutes les avancées technologiques du quotidien. C'est assez incroyable à voir, les avancées technologiques de l'ordinateur écran plat à l'Apple, au téléphone portable à clapper au début, puis ensuite autre. Alors, on n'en est pas encore au smartphone, mais voilà, on a vraiment une belle évolution technologique au fur et à mesure des films, et c'est quand même assez impressionnant pour un vieux comme moi, entre guillemets, de voir toute cette avancée technologique qui ont été faites, mais aussi rapidement en fait. Et voilà, que dire de plus? Destination Finale est une saga qui aura su nous tenir en haleine pendant plus de 20 ans, avec des twists, avec des morts spectaculaires, et surtout cette tension constante qui nous fait regarder dans chaque coin de notre quotidien avec suspicion. Je repousse ça. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que tout ça n'est pas terminé. En mai 2025, on va avoir droit à un nouvel opus sur grand écran. Alors, qui sait, peut-être que Destination Finale va encore une fois nous surprendre avec une nouvelle façon de nous jouer avec la fatalité. Et en tout cas,
Moi, je suis très intéressé. La bande-annonce paraît bien glauque quand même, mais bien sanglante. Espérons que tout cela sera quand même maîtrisé. Dis-moi si toi aussi tu as été happé par cette saga. Donne-moi ton avis à travers un commentaire. Fais-moi plaisir, tant qu'il est encore temps. Vas-y, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait avant qu'il soit trop tard. Et puis, parle-en autour de toi, à tes amis, pour faire décoller cette chaîne et pour faire marcher ce foutu algorithme de YouTube. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Good morning, ladies and gentlemen. We can't escape it. Death doesn't forget.